Bonjour à tous. Est-ce que le son est bon pour vous? Très bien. On t'entend très très bien. Parfait. Donc bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour la dernière session du Sommet Climate Change Afrique 2021 qui s'est tenue en virtuel. Nous aurions dû être à Dakar avec nos partenaires de Codatu et de CETUD pour la semaine de la mobilité durable et du climat. Mais nous avons dû repousser à plus tard au regard des conditions sanitaires. Mais nous avons quand même tenu à tenir cet événement. Cette mobilisation, même si elle est virtuelle, a été très importante. Nous voulions marquer ce temps-là avant la COP 26 qui se tiendra début novembre à Glasgow. Il est important pour nous de faire remonter des messages, de continuer à mobiliser la communauté des acteurs non étatiques du climat avant cette date importante. Nous avons été surpris par l'engouement suscité par cet événement avec plus de 5000 personnes qui se sont enregistrées pour participer aux 3 jours de rencontres avec des plénières, des ateliers de coalition et des focus sur des grandes initiatives climat. Donc, une belle opération avec énormément de personnes qui sont intervenues, à peu près 130 intervenants pour partager bonnes pratiques, retours d'expérience. Donc, nous sommes très heureux et merci d'être là avec nous pour clôturer cela. Aujourd'hui, le but de cette session n'est pas de prendre trop de temps, mais vraiment de synthétiser les messages et les outputs, comme on dit en bon français, les résultats les plus intéressants qui ont émergé durant les 3 jours de débat, et d'inviter aussi de tracer la route vers les prochains événements clés en ce qui concerne l'agenda du climat, mais de la mobilité aussi, et d'autres événements qui vous seront présentés aujourd'hui par les différents intervenants. Donc, sans prendre plus de temps, je vais donner la parole aux intervenants. Tout d'abord, Thibaut Delambert, le secrétaire général de Codatu. Je te laisse la parole, Thibaut. Oui, vous m'entendez? Bonjour. Alors, je n'ai pas à la prétention de vous faire une synthèse et mais je pense qu'à en juger par ce que vous abordez, c'est un la qualité des intervenants, on peut en déduire déjà présent et par lequel chacun a pris conscience de la nécessité d'agir vite et efficacement. Des débats, il est urgent de passer maintenant aux actes. Vous en avez parlé aujourd'hui, on en a parlé aussi hier sur les sujets de mobilité. Et il faut mettre en place des solutions qui sont opérationnelles et durables, qui puissent inverser la tendance. Thibaut, on ne t'entend plus. Thibaut. Je vais peut-être couper ma vidéo parce que j'ai un problème de connexion. Ouais. Est-ce que vous m'entendez?
Faisons une dernière tentative, ouais. Donc, si les pays du Nord, pour la plupart, je pense que j'en étais là, ça a coupé à ce moment-là. Si les pays du Nord, pour la plupart, ont engagé des actions concrètes, il reste encore beaucoup à faire et les objectifs sont encore loin et incertains. Pour les pays du Sud, c'est autre chose. On est encore, et encore plus pour l'Afrique, les enjeux et l'équation sont encore plus complexes tant le retard est grand, que la croissance démographique est élevée et que la pauvreté reste très forte. Pour y arriver, les pays africains devront rechercher, en tout cas c'est la synthèse que j'en ai faite, devront rechercher des solutions satisfaisantes et protégeant leurs intérêts communs. Chacun a en tête ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, autour de la problématique de l'utilisation de l'eau du Nil, des risques environnementaux et sociaux qui font peser les choses qu'il faudra faire. Il faudra que les institutions financières, qu'elles soient locales, régionales, continentales, internationales, devront maintenir ces institutions, sinon accroître les aides financières aux pays d'Afrique et proposer des solutions nouvelles de financement et d'aide orientées sur des projets ayant des impacts notoires sur les conditions de vie des populations et de l'environnement. Troisième axe, les gouvernements des pays africains devront poursuivre les efforts d'amélioration de la gouvernance en s'appuyant plus sur les territoires et des outils de pilotage de projets compétents, structurés et disposant de ressources financières suffisantes. L'association que je représente, CODATU, dont je suis secrétaire général, s'inscrit dans cette démarche depuis 40 ans. Et je peux témoigner que même si les projets et l'environnement restent encore complexes, les choses bougent sensiblement. J'en ai pour preuve ce qui se passe au Sénégal. J'ai aperçu tout à l'heure mon ami Arnaud, il interviendra derrière moi. Donc, ce qui se passe au Sénégal en termes de mobilité, mais aussi dans d'autres pays plus pauvres, comme le Burkina Faso, où là, personnellement, j'ai pu constater, et je fais partie des acteurs d'un projet qui je considère est exemplaire, parce que c'est le seul projet que je connaisse en Afrique noire qui aujourd'hui réunit toutes les conditions d'une réussite. Gouvernance, financement, modèle économique, solutions globales, transfert de compétences, enjeux environnementaux et climatiques. CODATU avait initialement prévu de tenir sa grande conférence à Dakar, Romain vient de le rappeler, avec justement Climate Change et Études, la OT du Sénégal, car pour nous, CODATU, les enjeux de mobilité et de climat sont totalement intégrés. C'est pourquoi nous avons décidé de reporter et non pas d'annuler notre conférence CODATU, qui s'appelait SMDC 2021, l'an prochain dans la configuration identique à celle que nous avions qui est prévue avec nos partenaires. Donc rendez-vous à Dakar l'année prochaine, à partir du 19 septembre 2022. Et encore un grand bravo à Climate pour avoir tenu cette plénière sur un sujet aussi encore plus préoccupant qu'hier, qu'est le climat. Merci. Merci, merci Thibaut. Je vais maintenant adresser une question à Tierno Birahim Aou, directeur général du CETUD. Tierno, nous avons pu voir ces 3 jours de sommet virtuel, une mobilisation très importante des acteurs sénégalais, sûrement en partie grâce à vous aussi, et parce qu'on avait commencé à préparer cette conférence ensemble. Du coup, on a été très heureux d'avoir énormément de bonnes pratiques sénégalaises et beaucoup d'interventions sénégalaises de gens de la mobilité, mais pas que, aussi d'autres secteurs. Du coup, comment vous sentez les choses au niveau du Sénégal, cette mobilisation des acteurs locaux est-elle en train de monter en puissance et
comment vous verriez les choses pour qu'on puisse encore faire mieux d'ici, puisqu'on a encore un an finalement de préparation pour avoir vraiment une conférence conjointe des plus profitables, notamment pour le Sénégal. Merci beaucoup, Ronan. J'en profite pour saluer et remercier les co-organisateurs Kodatu Climate Change et je présente mes hommages aussi à Madame le maire de Dakar. Je voudrais axer mon propos autour de défis et de transitions. On va parler de défis et de transitions. Et ces défis et transitions, nous allons les considérer de manière solidaire. Je pense que c'est ce qu'a pu démontrer aussi la pandémie COVID-19 à laquelle nous continuons à faire face. Il va falloir être dans un monde solidaire, y compris dans les questions que nous adressons actuellement de mobilité durable. Alors, je pense qu'en synthétisant l'ensemble des contributions, et quand on regarde ce qui se passe au Sénégal, il y a 3 défis majeurs à relever. Et c'est sur ces axes-là que nous souhaitons davantage travailler lors des COP à venir. Le défi de la gouvernance, parce qu'aujourd'hui, 70% des émissions totales de gaz à effet de serre sont dues au milieu urbain. Nous sommes en train d'opérer notre transition urbaine en Afrique. Comme vous le savez, en 2050, il y a 1,2 milliard de citadins dans des milieux qui, en réalité, sont très exposés au changement climatique, avec une forte croissance démographique, une urbanisation à maîtriser et la mise en tension de l'ensemble de nos réseaux. Le défi de la gouvernance, c'est de travailler sur la mise en place, pour moi, d'autorités organisatrices de la mobilité fortes dans les capitales, mais qu'on n'oublie pas les villes secondaires qui vont aussi doubler leur population. Il va falloir travailler sur des stratégies nationales aussi de mobilité urbaine. C'est pour ça que nous sommes très heureux d'être membres de l'initiative Mobilize Your City, avec 2 plans de mobilité urbaine soutenable qui sont en cours au Sénégal et nous pensons dès 2022 aussi faire aboutir un plan national de mobilité urbaine avec l'ensemble des réformes-cibles. Je voudrais clôturer le chapitre gouvernance en disant que c'est nécessaire que nous intensifions la coopération entre le Nord et le Sud dans ce domaine, mais aussi la coopération Sud-Sud pour une trajectoire de développement plus durable qui met en priorité l'investissement sur les transports collectifs et les modes actifs. Le second défi majeur, c'est celui du financement. Il sera nécessaire de mener des réformes parce que les besoins sont colossaux. Prenons Dakar, c'est 23% de la population nationale, 50% de la population urbaine qui est concentrée sur 0,3% du territoire national. Et cette ville contribue pour l'essentiel aussi de la croissance économique. Et c'est pour ça que le chef de l'État a mis la priorité sur des transports capacitaires sobres en carbone afin d'avoir une meilleure contribution à notre croissance économique, mais aussi une croissance qui est respectueuse de l'environnement et qui est socialement inclusive. Le défi du financement, c'est aller au-delà du financement classique des États et des bailleurs de fonds, trouver de nouveaux mécanismes de financement qui vont impliquer d'ailleurs le secteur privé. C'est pour ça que nous travaillons au Sénégal sur un programme d'action prioritaire dans le cadre du PSE pour donner l'impulsion nécessaire à ces projets en partenariat public-privé qui vont nous donner un transport plus durable qui protège la santé de l'environnement et des populations. Je voudrais, pour ne pas faire trop long, dire que dans ces mécanismes de financement, il sera nécessaire de taxer davantage les modes les plus polluants et de faire de sorte que nous puissions aussi puiser des ressources quand la ville tend à s'étaler. Donc, des mécanismes aussi qui vont aller un tout petit peu décourager l'étalement urbain. Le troisième défi, ce sera comment réussir la modernisation des transports dans nos villes, l'introduction notamment des transports de masse, en faisant de sorte à ne pas exclure le secteur
artisanale en faisant de sorte à ne pas marginaliser des hommes et des femmes. Et ça, nous avons une bonne expérience à Dakar avec la mise en place d'une autorité organisatrice de transport depuis 1997 qui professionnalise, qui organise le secteur artisanal, qui les dote d'outils de production nouveaux et qui tend à générer globalement des réseaux conventionnés dans la capitale, mais aussi dans les villes secondaires. Et il sera nécessaire, effectivement, que l'ensemble de l'écosystème prenne l'ascenseur du développement durable. On ne peut pas simplement moderniser en excluant, ce n'est pas ce qui est en tout cas en train d'être fait à Dakar. Je peux donner des exemples concrets. À côté du transport capacitaire que nous introduisons, le TER qui est bimode avec une alimentation électrique, le BRT qui sera certainement électrique, nous travaillons sur une restructuration globale du réseau de transport collectif qui va donner un nouveau cycle de vie au secteur artisanal que nous tirons de l'informel. Ça veut dire de la formation, de la capacitation des acteurs pour les mettre dans des réseaux exigeants en termes de qualité. C'est ce que nous ferons dans le cadre du réseau de rabattement et nous prévoyons une participation en donnant un contenu local avec le projet de BRT qui sera bâti en partenariat public-privé avec un financement privé. Donc, le contenu local sera nécessaire et là aussi, on parle de transition d'acteurs du secteur artisanal vers le secteur formel. Je voudrais terminer mon propos pour dire qu'à travers ces trois défis, qui correspondent en fait à des transitions aussi à opérer, nous devons nécessairement tenir compte d'enjeux transversaux. Ces enjeux-là sont d'ordre universel, c'est de tenir compte en permanence des gisements de ressources pour améliorer ce que nous faisons avec le digital. Il faudra opérer de la transition numérique et technologique, travailler davantage sur la transition énergétique et écologique, mais aussi penser tout de suite à ce que nous ayons des modes de transport, des villes plus résilientes au climat et qui tiennent compte aussi des leçons apprises avec la pandémie Covid-19. Je voudrais enfin terminer par remercier l'ensemble des participants, l'ensemble des organisateurs, mes collègues naturellement du CETUD, mais de l'ADEC, du ministère de l'Environnement du Sénégal, Kodatu Climate Change, pour les débats de très haut niveau et vous dire que nous serons très, très heureux de vous recevoir à Dakar, cette belle capitale, l'année prochaine en septembre 2022. Et ce sera l'occasion de voir une Afrique qui bouge, une Afrique qui est ambitieuse dans sa volonté de saut qualitatif, à la fois sur les modes de transport. Nous souhaitons, dans cette vision des autorités, cette vision que nous impulsons aux études, faire une croissance économique plus durable, plus inclusive et respectueuse de l'environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Thierno. Effectivement, on languit de pouvoir se retrouver à Dakar. On a eu la chance de visiter, d'aller vous voir pour préparer les choses. Et effectivement, il y a énormément de choses qui se passent à Dakar et sur la mobilité, c'est assez impressionnant ce que vous mettez en œuvre. Donc, à très bientôt en vrai, j'espère. Je vais ouvrir maintenant sur un autre point de vue. À Climate Change, on parle souvent de coalitions d'acteurs qui réunissent des acteurs diversifiés, de collectivités, d'ONG, de la recherche, du privé aussi. Et d'ailleurs, le CETUD fait partie maintenant des organismes qui s'impliquent dans une belle coalition que nous avons sur le thème de la mobilité et qui réplique des feuilles de route de mobilité durable dans différents pays. Donc, à partir de maintenant, on va le faire avec le CETUD au Sénégal. Mais là, je vais donner la parole à une des personnes piliers des coalitions de Climate Change. C'est une organisation qui co-pilote avec nous une autre coalition sur le sujet de l'aménagement des villes. Et donc, c'est la FNO, la Fédération des agences d'urbanisme, qui fait ça avec nous. Et c'est pour cela que je voulais inviter Marianne Malaise de la FNO à parler
de ce qu'a fait la coalition Aménagement des villes cette année, et particulièrement pendant ce sommet, puisque la coalition a tenu son atelier hier. Merci beaucoup, Romain, de nous donner la parole. Et puis, bravo à vous d'avoir maintenu quand même si c'est en virtuel, le sommet, parce que c'est un rendez-vous important que nous attendons bien sûr tous les ans. Peut-être un petit témoignage du coup de notre coalition aménagement, planification, climat, qui est une coalition dont j'allais dire la division, la région africaine est extrêmement mobilisée. Nous avons eu hier un très beau atelier avec beaucoup de contenu, sur lequel on est bien sûr parti d'un constat partagé, d'une urgence à agir, notamment du fait que la vulnérabilité climatique se fait surtout sur les populations les plus faibles, d'où cette urgence, bien sûr. Hier, ce que s'est dit la coalition, c'est surtout qu'il fallait qu'on agisse sur 2 axes forts. Bien sûr, un renforcement du leadership. Ça passe par une gouvernance publique extrêmement forte. Ça passe par une gouvernance publique ambitieuse. Et ça, on le répète depuis plusieurs climate change, mais on en est absolument persuadé. Ça passe aussi par un mot qui a été employé hier de manière vraiment très forte et répétée, c'est le mot de responsabilité. Hier, nous avions des élus, nous avions des entreprises, des aménageurs, des bailleurs, et chacun s'est engagé, bien sûr, à être présent, à prendre ses responsabilités, sans se cacher derrière des excuses. Et ce que nous nous sommes dit, et ça revient sur ce principe de coalition, c'est que les responsabilités, elles doivent se prendre chacun dans son couloir de nage, d'une certaine manière, mais elles doivent aussi se prendre ensemble. Et c'est Luc Nakadja, que vous connaissez tous, qui a fait une intervention extrêmement intéressante hier, qui disait « à un changement climatique systémique, une réponse systémique ». Et c'est exactement ce que nous portons. Si on devait résumer notre coalition, c'est ce message, ce serait ce message, c'est-à-dire mettons en place des outils qui nous permettent de faire ce travail d'ensemblier. Alors bien sûr, les agences d'urbanisme, mais il en existe beaucoup d'autres, des cellules de développement urbain, etc. Permettons aux acteurs de travailler ensemble. C'est comme ça qu'on arrivera réellement à régler un certain nombre de problèmes liés au changement climatique, à mieux se connaître, à mieux comprendre aussi les difficultés de chacun et pourquoi parfois on n'arrive pas à avancer. Bien sûr, en y associant les élus locaux, ça va de soi, mais également les bailleurs qui sont des acteurs extrêmement importants, qu'on a parfois quelques difficultés à comprendre, qui ont parfois des difficultés à comprendre aussi quels sont nos projets. Néanmoins, hier, nous avions l'AFD qui a tenu un discours aussi de responsabilité extrêmement intéressant sur les projets climatiques, des projets climatiques ambitieux. Alors peut-être, puisque c'est aussi le moment de se donner rendez-vous pour de prochains événements, évidemment, nous suivrons tous les événements dont nous avons parlé déjà. Évidemment, il y aura aussi Africité. Et puis, nous vous donnons surtout rendez-vous aussi au Forum urbain mondial qui aura lieu en juin 2022 à Katowice. Vous le savez, c'est un événement qui a lieu tous les 2 ans, qui est porté par ONU Habitat sur le développement urbain, sur l'aménagement des territoires, l'aménagement des grandes régions. Et nous devons faire mieux entendre, comme dans tous ces événements onusiens, la voix de la société civile, la voix des élus locaux, la voix des entreprises, notamment sur ces questions climatiques. Nous travaillons avec Climate Change, bien sûr, pour proposer des recommandations en ce sens qui reprennent ce qui a été dit aujourd'hui et hier dans les différents ateliers, et puis pour peser au mieux dans les négociations de ce sommet du Forum urbain mondial. Voilà. Merci beaucoup, Marianne. Donc, maintenant, pour la suite, je voudrais souhaiter la bienvenue à Madame la maire de Dakar, Soham El Wardini, pour la remercier déjà de s'être impliquée dans cet événement, même en virtuel. On avait prévu beaucoup de choses aussi avec la ville de Dakar. Il y aurait dû avoir des réunions à l'hôtel de ville, une exposition éventuellement dans les jardins. Du coup, merci aussi pour l'implication de toutes vos équipes. Il y a eu des interventions de techniciens de très bonne qualité
dans plein de sessions, dans plein d'ateliers. Vous êtes intervenu vous-même aussi dans les sessions de la Convention des maires. Donc, merci pour tout cela. Et je voudrais vous poser la question de savoir comment on pourra aussi renforcer nos collaborations pour que l'événement qui se tiendra dans un an puisse être le plus intéressant et effectif pour Dakar, ville qui est déjà très, très active sur les questions climat. Merci, Madame la maire. Merci beaucoup, Romain. Je voudrais donc vous saluer tous. Je n'ai pas pu suivre toutes les sessions, mais comme vous l'avez dit, nos équipes étaient là, qui ont participé dans toutes les sessions. Comment renforcer notre collaboration? Je pense qu'on est déjà sur la bonne voie et qu'avec les équipes de la ville, avec les techniciens et tous ceux qui travaillent sur le climat, sur le plan, le PCT, je veux dire le plan climat-énergie territorial, nous sommes donc prêts à échanger avec vous. Ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais féliciter Kodatu, le CETUD, pour la tenue en virtuel du sommet Climate Change Afrique 2021. Remercier tous les panélistes pour la qualité des interventions, c'est ce qu'on m'a remonté. Donc, ces sessions ont montré l'importance de recourir, je reviens encore sur les financements climat, surtout pour les collectivités territoriales et pour un développement de l'action climat au niveau local. Il est donc impératif de mobiliser des financements pour le climat. C'est pourquoi nous devons donc plaider davantage pour un meilleur accès au financement de l'action climatique au niveau des autorités locales en Afrique pour l'atteinte des CDN et objectifs de la COP26. Dans le domaine de la mobilité durable en Afrique, je salue et félicite le directeur général du CETUD, M. Tcherno-Birahim Aw. Des efforts énormes ont été entrepris par le gouvernement du Sénégal à travers les projets du BRT et du TER. Je pense que le transport deviendra plus propre et surtout la ville de Dakar aussi. Vous savez qu'on a un programme de Dakar Ville Propre. La ville de Dakar est très encombrée, donc avec ces projets, vraiment, je pense que la ville pourra respirer. Toutefois, cela doit être mis en cohérence avec l'action locale et éventuellement envisager en partenariat avec la ville la construction de pistes cyclables tout le long du trajet du BRT pour promouvoir un transport vert. C'est également ce genre d'action qui peut rendre effective la décentralisation et l'intégration verticale, accélérer la mise en œuvre des politiques et d'actions favorables au climat. Vous le savez aussi que le forum de l'eau sera en 2022 et je pense qu'il y a eu une session sur adaptation et eau en route pour le forum mondial de l'eau qui était également d'une grande importance. Comme vous le savez donc, la ville de Dakar accueille en 2022 le forum de l'eau. À ce titre, nous avons signé un protocole de partenariat avec le secrétariat exécutif du 9e Forum mondial de l'eau le mercredi 8 septembre 2021. Ce forum permettra de réfléchir sur la sécurité de l'eau pour la paix et le développement, mais également de se pencher sur une stratégie de coalition sur l'adaptation et l'eau. Donc, en attendant tout cela, donc, nous sommes prêts, nos équipes sont prêtes pour travailler ensemble et je vous donne rendez-vous à Dakar en 2022 pour le sommet Climate Change Afrique. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame le maire, pour vos mots d'encouragement. Et nous sommes mobilisés pour se retrouver au plus vite ensemble et continuer à avancer. Je vais maintenant passer la parole à mon président, le sénateur Ronan Dantec, ici présent, pour qu'il fasse le lien en fait entre ce que nous faisons au quotidien avec les équipes de Climate Change et ces événements que l'on propose et cette communauté que l'on mobilise, mais qui fasse le lien avec le contexte plus international, quels sont les grands enjeux à venir et comment tout cela se connecte au contexte international. Merci Ronan. Merci Romain, merci pour toute l'énergie déployée pour organiser ce sommet avec la totalité de l'équipe Climate Change.
Madame la maire de Dakar, chère Tierno, moi je suis d'abord frustré qu'on ne soit pas à Dakar, mais on a bien compris que c'était juste un retard et que nous serons présents l'année prochaine, parce que malgré tout, un sommet virtuel, ça n'est pas tout à fait comme un sommet où on a l'occasion de discuter après les séances, de rester flâner dans cette très belle ville de Dakar, mais nous y serons l'année prochaine. Et c'est vrai que je crois que ce sommet virtuel, quand même, à travers les interventions sénégalaises, a montré le dynamisme aujourd'hui des projets au Sénégal, même si, mais vous ne ratez pas une occasion pour le rappeler, mais c'est tout à fait juste qu'on a encore besoin de mobiliser beaucoup de financement pour réussir à accompagner tous ces projets. Mais les financements ne sont pas tous. S'il n'y a pas de dynamisme sur le terrain, s'il n'y a pas de volonté d'agir sur le terrain, s'il n'y a pas de dialogue sur le terrain entre les acteurs, entre les États, les collectivités, les autres acteurs, on ne peut pas y arriver non plus. Donc, je crois que le Sénégal aujourd'hui est une vitrine de la mobilisation et de l'action climat. On est donc à quelques semaines de la COP à Glasgow, une COP qui va être compliquée. On a sur la table des articles pour finir finalement l'architecture de l'accord de Paris, qui sont des articles assez compliqués sur le prix à donner à la tonne carbone et aux équivalences d'un pays à l'autre. C'est tout le modèle de financement de l'action climat à travers l'article 6 qui est sur la table, tandis que ce sont des enjeux considérables et des désaccords considérables entre les pays. C'est toutes les questions liées à la transparence. Et on a d'ailleurs eu un atelier qui a très très bien marché durant ce sommet, lié aussi aux données. On a besoin de mieux mesurer, de mieux connaître l'impact des actions et la réalité des émissions. Donc on va avoir une COP difficile, surtout qu'on le voit bien, nous ne sommes pas dans un monde apaisé. L'actualité montre qu'effectivement, qu'entre les grands blocs, aujourd'hui, les choses sont compliquées et les COP, les grandes négociations internationales sur le climat sont toujours une caisse de résonance du monde et de ses tensions. Donc, cette COP de Glasgow, en plus de questions logistiques, de questions d'égalité d'accès à la COP pour tous les acteurs qui n'ont pas tous les mêmes accès au vaccin, je l'ai dit en introduction, est aussi une question. Je ne vais pas être très long, mais moi je pense que ce sommet virtuel, pour avoir participé et suivi pas mal d'ateliers, a dit quelque chose qui est peut-être le moment de la bascule. Et un moment de la bascule qui est finalement un peu l'histoire de climate change. Notamment lors de la séance d'ouverture, dans l'atelier mobilité, cher Thibault, cher Tierno, il y a eu plusieurs intervenants, je pense notamment, je crois, au directeur de l'AFD, qui ont dit on ne peut plus raisonner infrastructure et simplement financement des infrastructures lourdes, mais il faut vraiment maintenant raisonner sur une approche de la mobilité. Ça veut dire une autre forme de la gouvernance, ça veut dire tenir compte de tous les acteurs. Et ça, c'est une autre approche. Et je crois qu'on est dans ce moment de bascule où on s'aperçoit que si on vient simplement avec des grands financements d'un grand bailleur international pour faire une grande infrastructure, ça ne marche pas. Que si on n'a pas cette logique mobilité, et je rejoins Tierno pour dire qu'on a besoin de doter aujourd'hui, comme on l'a fait en France il n'y a pas si longtemps dans une loi, de doter tous les territoires d'autorités organisatrices de la mobilité. Si on n'a pas cette nouvelle logique de gouvernance, on n'y arrivera pas. C'est ce qu'a dit il y a quelques minutes, dans un des ateliers qui vient de se conclure, aussi la responsable de l'UNCCD par rapport à la Grande Muraille Verte, et elle dit la même chose. Elle dit la Grande Muraille Verte, c'est un beau projet, mais si sur le terrain, partout, on n'associe pas tous les acteurs, les collectivités, les communautés villageoises, les ONG, on y arrivera. Et je crois qu'on est dans ce moment-là, et peut-être que ce sommet, s'il a un message à passer, et c'est pour ça qu'on a créé il y a quelques années Climate Change, avec ce sommet aussi africain qui a la vocation de rassembler tous les acteurs chaque année, comme dit Jean-Pierre Elong-Mbassi, le secrétaire général de CGUA, c'est un peu la pré-COP du climat. Je crois que ce que nous, on avait senti de manière intuitive est en train de se confirmer sur le fait que voilà, maintenant, on casse les logiques de silos, on casse les logiques de simplement des grandes institutions et des grands lieux de la décision. On a besoin d'embarquer tout le monde et que les uns et les autres discutent ensemble. Donc ça, pour moi, c'est un point extrêmement important de ce sommet. L'autre point
bien sûr, et ça aussi c'est l'ADN de Climate Change, et ça aussi c'est revenu encore dans plusieurs ateliers, c'est qu'on n'y arrive pas sur les questions de climat si on n'intègre pas les autres agendas internationaux. Alors bien sûr, il y a les autres agendas liés aux grandes questions environnementales, et on sort d'un atelier avec l'UNCCD qui est la convention sur les désertifications, mais on a tenu pour la première fois dans un Climate Change avoir aussi des ateliers qui parlent biodiversité, parce qu'on voit bien que ces 3 grandes conventions internationales sont en train de converger, parce que là c'est pareil. Si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut préserver les puits de carbone et donc la biodiversité. La restauration des terres, c'est des puits de carbone aussi, donc on a besoin des autres dynamiques, y compris pour le climat, et tout cela joue ensemble. Et c'est le cas, évidemment, pour les questions de développement. Moi, je crois que ce sommet vient aussi à un moment, je l'ai dit en introduction et je le rappelle, où l'Afrique a souffert, comme le reste du monde, mais les derniers chiffres de ces dernières semaines disent que l'économie africaine a particulièrement souffert de la crise du Covid, qu'elle a donc besoin aussi de plans de relance, qu'elle a d'abord besoin d'un accès égal à la vaccination par rapport aux pays occidentaux, parce que sinon, c'est toute l'architecture mondiale de dynamique de solidarité que sous-entend la négociation climat, qui évidemment est profondément fragilisée. Donc, il faut l'accès au vaccin pour tous, mais derrière, c'est bien d'avoir des logiques de développement qui intègrent maintenant encore plus les questions climatiques, comme c'est le cas avec le plan de relance européen, le New Green Deal, mais que vraiment, cette question du développement reste centrale. On en a beaucoup parlé pour la Grande Muraille Verte. La question de la mobilité, c'est d'abord une offre aussi pour permettre une vie plus confortable et un meilleur développement des territoires. Donc, n'oublions jamais cette question du développement, et ça doit être aussi un élément très présent à Glasgow. Donc voilà, moi je retiens de ce sommet qui a, comme Romain l'a dit, quand même intéressé beaucoup de monde. On n'a pas le bilan global, mais on est finalement dans un étiage proche des sommets physiques comme celui qu'on avait organisé il y a maintenant 2 ans à Accra, même si voilà, on ne reste pas discuter après la réunion pour approfondir tel ou tel sujet. Et surtout, on n'a pas cet effet rencontre qui génère aussi des projets. Donc bien sûr, nous reviendrons dès que possible vers des sommets en présentiel, mais en gardant certainement plus d'outils numériques de diffusion de ce qui se dit dans les sommets, parce que ça, je crois qu'on ne reviendra pas en arrière. Donc, on en tire évidemment un bilan très positif, et on ira dire à Glasgow, avec d'autres, ces éléments-là, cette nécessaire solidarité, cette nécessité d'intégrer les enjeux de développement, les enjeux de biodiversité, et de faire en sorte que cette communauté climat s'élargisse encore plus avec des acteurs tous associés, tous mobilisés, parce que ça n'est que la multiplication de l'action qui permettra à terme de stabiliser le climat, sans oublier bien sûr le fait que malgré tout, il faudra s'adapter, parce qu'on ne retrouvera pas le climat du début du XXe siècle avant fort longtemps. Merci Roland. C'est une transition finalement facile. C'est pas comme si on l'avait préparé. C'est ça. Pour donner la parole à la maire de Poitiers, qui est aussi vice-présidente de Cités Unies France et présidente de la dynamique climat au sein de Cités Unies France, Léonore Mokondoui. Et je voulais vous poser la question justement de savoir, vous, en tant qu'élu local, qu'est-ce que vous allez emmener à Glasgow, à la COP26, dans vos valises que je crois vous transporterez en train, d'ailleurs. Donc, merci de nous faire part de vos messages. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais commencer par parler de Cités Unies France, puisque c'est avant tout Cités Unies France que je représente aujourd'hui, et puis je terminerai, bien sûr, je n'oublierai pas de répondre à votre question à la fin du propos qui sera court. Donc, effectivement, merci beaucoup de m'avoir associé à la clôture de cet événement d'importance. Donc, je suis effectivement vice-présidente de Cités Unies France et je suis animatrice de la mission climat qui prend de l'ampleur clairement au sein de Cités Unies France. Cités Unies France qui, je le rappelle pour certains et certaines d'entre vous, qui est le réseau des collectivités françaises engagées à l'international.
et j'espère pouvoir porter la voix des collectivités françaises et pourquoi pas des collectivités plus largement à la COP26 prochainement. Donc, merci beaucoup aux organisateurs pour cette sollicitation. Merci pour l'organisation de cette conférence et félicitations à votre mobilisation pour ces 3 jours, puisque je comprends que ça a été un succès et malgré la frustration de ne pas avoir pu le tenir majoritairement en présentiel, les équipes de Cités Unies France étaient présentes et nous ont fait des retours sur la qualité des ateliers qui se sont tenus. Alors, de manière générale, c'est aussi l'occasion de vous dire que le réseau de Cités Unies France est très impliqué dans les questions de coopération avec l'Afrique autour des questions de climat. Je crois que vous avez reçu Arnaud Ngacha, qui est adjoint à la maire de Paris et donc président du groupe Pays Sénégal à Cités Unies France, qui a pu témoigner des projets que nous conduisons dans ce cadre. Et puis, donc, comme je le disais, notre engagement transversal autour du climat se manifeste autour d'une mission qui prend de l'ampleur. Nous avons dédié l'ensemble des rencontres de l'Action internationale des collectivités territoriales françaises de l'année dernière aux questions climatiques. Et ça a confirmé le grand intérêt des collectivités pour se saisir de cet enjeu dans leur action à l'international. Et je sais que certains d'entre vous y ont participé en lien avec des réseaux européens comme Platforma ou mondiaux, CGLU, avec qui j'ai encore eu l'occasion d'échanger ce matin. 2 exemples d'actions qui sont conduits par Cités Unies France autour de ces questions-là. En avril dernier a eu lieu un atelier croisé entre notre groupe Sahel. Nous avons des groupes pays ou des groupes de zones qui sont très engagés. Et sur le Sahel, c'est une région que je suis particulièrement, puisque Poitiers, la ville dont je suis maire, est la seule collectivité française qui est une coopération avec le Tchad, à Moundou. Donc un atelier croisé entre le groupe Sahel et le groupe Climat qui a permis de nous questionner sur la manière dont on peut accompagner le changement climatique dans la zone Sahel avec les enjeux de désertification ou de migration de population qui ont été mentionnés. Un autre exemple, c'est nous avons été, comme vous, je pense, marqués par les incendies qui ont dévasté une partie du bassin méditerranéen cet été, et nous sommes en train de structurer une réponse plutôt en mode gestion de crise. Donc la gestion de crise à court terme, mais aussi comment à long terme on peut mieux accompagner les collectivités sur les compétences précises dont on a besoin pour faire face aux enjeux d'incendie, pour faire de la prévention incendie, mais aussi de manière générale les compétences dont on a besoin pour faire face aux gestions de crise que nous aurons à prendre en compte dans le contexte climatique dans lequel nous situons. Donc, à la fois dans la restitution des ateliers qui a pu m'être faite et à la fois dans ce que j'ai entendu des propos de ce soir, des enjeux d'importance ont été abordés. J'ai particulièrement noté l'importance d'investir dans la résilience, c'est-à-dire pas simplement dans l'atténuation du changement climatique, mais aussi construire la durabilité de nos territoires, investir en dur avec les questions de mobilité, investir aussi en soft, avec des appels qui ont été faits au renforcement des capacités. J'ai bien noté le témoignage sur qui dit projet exigeant, dit compétences exigeantes, dit formation exigeante pour faire en sorte qu'il soit durable. J'ai aussi particulièrement apprécié le message de confiance en l'action publique qui a été exprimé ce soir comme tout au long des ateliers et aussi à travers l'expérience de la politique mobilité telle qu'elle est en train de se construire à Dakar. Nous sommes confiants en l'action publique, sinon on ne serait pas là. J'ai apprécié aussi les appels à la mobilisation globale, changement climatique global, d'immobilisation globale. J'ai apprécié l'approche systémique que j'ai entendue dans vos propos et en particulier l'exemple de la muraille verte qui rassemble une multiplicité d'acteurs sur une zone qui dépasse de beaucoup les frontières nationales. Mais pour répondre à la question qui m'a été posée sur qu'est-ce que je vais porter à la COP26, alors la COP26 à laquelle je me rendrai évidemment en train, puisque pour moi l'exemplarité est le premier des messages et j'aurais bien été embêtée pour venir à Dakar en train. Ce qui me semble le plus important et le message que je porterai à la COP26, c'est de situer notre action dans un contexte évolutif. Ronan l'a rappelé, c'est la première COP26 après la publication du premier volet du nouveau rapport du GIEC. Et je crois qu'on ne peut pas se situer comme avant, c'est-à-dire comme avant dans une perspective où on pourrait résoudre le problème du changement climatique. Aujourd'hui, il faut vraiment se situer dans une optique où on va devoir s'y adapter, quoi qu'il en soit, et que quoi qu'on fasse, on n'arrivera pas à ne pas atteindre la barre des 1,5 degrés. C'est un fait, je pense qu'il faut qu'on en tienne compte dans notre action. On a parlé d'urgence, j'ai entendu les mots urgence dans les propos des intervenants de ce soir. Et on dit beaucoup que les collectivités que je représenterai à la COP26 sont en première ligne pour l'atténuation du changement climatique, sont en première ligne pour réduire l'impact de nos pratiques sur le changement climatique.
Mais plus ça va, plus je suis convaincue et plus je constate que nous serons en première ligne, nous les collectivités, sur les questions d'adaptation à long terme et les questions de gestion de crise à court terme. Et il est indispensable de nous donner les moyens de faire face, des moyens humains, des moyens financiers, mais aussi un rôle dans la gouvernance des transitions que nous devons engager à l'échelle globale, comme ça a été dit. Il faut que les collectivités aient un rôle à jouer, pas simplement de mise en œuvre, mais un rôle stratégique à jouer sur comment est-ce qu'on protège nos habitantes et nos habitants et comment est-ce qu'on conduit la transition face à ce changement climatique qui est là dans notre quotidien. Et je pense que c'est une occasion de repenser clairement nos partenariats à l'échelle internationale, de repenser une certaine vision de la solidarité qui a longtemps irrigué notre action internationale. Je pense que ça peut nous permettre de tendre vers plus de réciprocité. Conduire la résilience, ça veut dire s'intéresser à la manière dont le changement climatique est déjà présent dans certaines zones. Comment est-ce que certaines zones s'adaptent déjà, et notamment en Afrique, à l'agriculture, etc. Enfin, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de la manière dont le climat est présent ailleurs pour nourrir nos propres politiques publiques, notamment en Europe. Et donc, pour finir, voilà le message que je porterai à la COP26. Je souhaite vraiment terminer en remerciant toutes les personnes qui se sont mobilisées sur ce sommet et que je découvre petit à petit depuis que je m'approprie cette mission climat au sein de Cités Unies France. Climate Change, bien sûr, et Ronan Dantec en particulier. Platforma, Cités et gouvernements locaux unis, donc CGLU, et CGLU Afrique en particulier. Donc, je salue en particulier sa présidence et son secrétaire général, qui sont des alliés de longue date de Cités Unies France, notamment au fil des sommets Africité et de tous les combats construits avec les équipes de Cités Unies France. Et puis, je souhaite bon courage à chacun et à chacune d'entre vous dans les projets que vous conduisez à l'échelle de vos organisations, de vos territoires. Et puis, je vous dis à bientôt à Glasgow pour celles et ceux qui y seront. Merci. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup de choses dans votre intervention, mais très juste. Et effectivement, la question par exemple de la réciprocité a été un des fils rouges d'une grosse session que nous avons menée sur le sujet des coopérations décentralisées en faveur du climat, justement, hier ou ce matin, je pense que c'était hier. Donc, merci beaucoup. La transition, encore une fois, est toute trouvée. Nous avons avec nous une représentante de la CNUC, de la UNFCCC, donc organisatrice, la Convention cadre des Nations Unies, organisatrice des COP. Donc, Fiona Napier, qui est Engagement Lead for Africa auprès de l'équipe du champion de haut niveau pour le climat, que je remercie aussi d'être présente et puis de s'être impliquée sur l'ensemble de ce sommet également, puisque le champion Nigel Topping était parmi nous à l'ouverture. Donc, on a vraiment eu une collaboration et un soutien tout au long des 3 jours d'événement. Et merci beaucoup d'être là, Fiona. Et du coup, je voulais vous poser la question des préparatifs de la COP26, comment les choses se passent et quelle place va pouvoir être faite aux acteurs locaux dans une COP qui, on le sait, est compliquée en termes d'organisation vu le contexte. Merci de vos quelques mots pour nous présenter cela. Thank you. Merci. Alors, je vais parler en anglais, si ça vous va. Merci infiniment, Romain, et tous les collègues de chez Climate Change et les hôtes de cette conférence qui a été extrêmement intéressante et inspirante. Il y a eu des observations, des engagements envers des actions, des leaders, et donc qui se sont impliqués auprès des villes, impliqués pour le changement climatique à travers les continents et ailleurs dans le monde aussi. Donc, nous savons que cette décennie va décider du futur de la planète et de l'humanité. Donc, c'est cette décennie des actions urgentes. Nous avons également entendu de la part de nombreux orateurs qu'il y a une égalité face au changement climatique et avec la pandémie du Covid qui a frappé beaucoup de parties du monde, dont l'Afrique. Et il y a encore nous avons besoin de voir plus d'accès à la vaccination.
Moi, ce que je voulais vraiment dire et porter l'attention sur le fait que les villes, pour nous, ce sont les points centraux du changement. Les villes, là où il y a tellement de secteurs, de couches, de différentes gouvernances, c'est là où tout se rencontre et c'est là où les industries se développent, c'est là où les personnes gagnent leur vie, c'est là où les nouvelles idées naissent, c'est là où le changement que nous avons besoin de voir démarre. Et donc, c'est sur le continent africain, nous avons parlé du continent africain à la COP 17, pardon, la COP 17, où les villes ont été identifiées comme des acteurs importants dans le changement climatique. Et maintenant, nous savons très bien que elles sont le lieu de vie de la plupart de l'humanité, la moitié de l'humanité. Donc, nous espérons qu'1 milliard de personnes vivront dans des villes d'ici 2030. Et la croissance est horizontale dans beaucoup de ces villes. Donc, la contiguïté territoriale est importante et on en a parlé. On a parlé de leadership au Sénégal et ailleurs au cours de cette conférence. Nous savons également que le transport est vital pour que l'économie continue de croître et surtout également dans les zones rurales. Ça a été le point central de beaucoup de discussions avec des leaders de ville et avec également avec les champions du climat avec lesquels et son équipe avec lesquels nous travaillons. Il y a des changements dans différents systèmes qui ont eu lieu et comme le directeur de Climate Change vient de le dire, ou une personne de Dakar également, la maire de Dakar l'a dit également. Donc, nous nous engageons à regarder la façon dont nous pouvons mener le changement à travers différents systèmes en travaillant avec différents partenaires, des acteurs multiples. Donc, cela inclut les États, les entreprises, les villes, les universités, les ONG, des petites et moyennes entreprises, des groupes de jeunesse et associations, toutes sortes de groupes. Et donc, les champions pour le climat veulent montrer que les gouvernements ont la responsabilité de négocier les traités au niveau pour le changement climatique. Et donc, les champions de haut niveau se sont concentrés sur la course vers le degré zéro, beaucoup dans les entreprises, mais beaucoup également dans le monde développé, qui sont responsables pour la plupart des émissions carbone en Afrique, où on dit qu'elles produisent moins de 5% des émissions carbone, eh bien, on se concentre sur la résilience. Et c'est pour ça que nous avons aussi un point sur la course à la résilience. Je crois que vous en avez entendu parler lors de cette conférence. Et il a été intéressant de s'engager avec de grandes villes comme Lagos, avec 35 000 résidents. Ils ont un plan de résilience là-bas. Et nous savons que des villes de plus en plus sur la planète se concentrent, comme le maire de Poitiers vient de le dire, sur l'importance de la résilience. Je veux également parler de Dakar, où nous serons l'année prochaine avec le plan d'alignement de 1,5 degré, avec 9 villes dans le continent africain qui font partie du risque de la course au zéro. Pour la course au zéro, nous avons une campagne qui englobe 800 villes et nous aimerions nous impliquer dans d'autres discussions avec d'autres personnes, représentantes de villes, etc. Parler du transport également pour avoir des modes de transport sans émissions polluantes. Nous sommes qu'à 6 semaines de la COP à Glasgow. Et oui, il y a tellement d'incertitudes sur la nature de cette conférence en termes de virtuel, hybride, quel mode, qui sera présent, qui ne pourra pas être là. Je vois que le gouvernement du Royaume-Uni a retiré encore des pays, les a mis sur la liste rouge. Alors en 6 semaines, nous allons essayer de faciliter les choses. Je ne peux pas parler pour le Royaume-Uni, mais nous essaierions de nous assurer que autant de personnes pourront participer qu'il est possible. Alors la COP26 sera un défi, il faut un leadership courageux pour lever les ambitions, avoir un leadership courageux comme nous l'avons vu dans cette conférence. Nous avons besoin, ce leadership, qu'il soit responsable des engagements, qu'il s'engage
à rester sur le long terme pour conduire ce changement après ce qui se passera en 2024 sur les CDN et mener le changement dans les villes au niveau de l'économie. Nous savons que cela prend du temps. Et également, il faut réfléchir à définir les éléments de la prochaine COP qui se tiendra en Afrique. Nous n'avons pas encore d'annonce claire, mais j'espère que nous en entendrons parler bientôt. Donc, il y a une possibilité, une chance, donc Climate Chance, et là, peut-être la dernière conférence avant la COP 26 et avant que les messagers de ces conférences puissent se rendre à la COP et puissent former le travail pour l'année prochaine. Cette conférence à laquelle nous avons eu l'honneur de faire partie avec ce leadership prestigieux est nécessaire pour avoir les bonnes ambitions dans les villes, les économies pour la COP 27 à Glasgow. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fiona, pour tous ces encouragements. On est très fiers aussi d'avoir placé notre événement dans l'agenda des événements qui comptent sur le climat et notamment en Afrique. C'est une vraie fierté et on sait les difficultés de l'organisation d'une COP avec à la fois la présidence et la CNUC, le secrétariat UNFCCC. Donc, on reste très attentif à toutes les évolutions possibles et on espère avoir une place la plus importante possible pour l'engagement des acteurs non étatiques. Je vais passer à la dernière intervention. Monsieur Amadou Ndiaye, conseiller du secrétaire exécutif du Forum mondial de l'eau de Dakar. Est-ce que vous êtes parmi nous ou pas? Et si oui, je vous demanderai de tenir dans les 5 minutes que chacun a tenu. Je sais que vous avez un PowerPoint qui semble un peu long, mais vous êtes là? Oui, je suis bien là. Très bien. Merci beaucoup. Évidemment, on ne pouvait pas ne pas... Madame la maire de Dakar l'a mentionné un peu plus tôt, mais on ne pouvait pas ne pas inviter les organisateurs de ce Forum mondial de l'eau qui se tient très bientôt, dans quelques mois, à Dakar. Et nous avons d'ailleurs commencé à collaborer aussi. Il y avait des sessions de notre sommet qui ont permis de préparer cet événement. Donc, nous tenions à vous avoir avec nous et vous entendre un peu sur les grands enjeux que vous voyez, vous, en tant qu'organisateur sénégalais, de cette rencontre mondiale qui va se tenir bientôt à Dakar. Je vous laisse la parole pour 5 minutes, s'il vous plaît, et après, on reviendra à Paris pour une conclusion et pour ne pas retenir les gens plus longtemps que cela. Merci. Oui, merci à tous les participants. Merci aux organisateurs surtout pour l'opportunité qu'ils nous ont offerte de pouvoir, en tout cas, partager encore avec les acteurs, je dirais tous ces mois de l'eau, parce que tout ce que vous faites, que ce soit les changements climatiques et autres, il y a toujours l'eau au centre. Et je pense que c'est ça qui fait que notre participation là également se justifie. Je m'excuse, je vais peut-être le mettre en mode diapo. Si... Voilà, je pense que c'est mieux comme ça, non? Oui, voilà. Bon. Voilà. Ça marche. Voilà, donc on va y aller très rapidement. Hein. Je pense que je ne vais pas revenir certainement ce matin. M. Sen a eu à, en tout cas, vous adresser tous ces remerciements. Je m'en vais donc très rapidement essayer de partager avec vous quelques informations sur le forum. Les enjeux et composantes d'abord, pour dire tout simplement qu'avant d'y entrer d'ailleurs, rappelez juste quand même que le forum a fait l'objet d'un report. Il était prévu en mars 2021 et pour les circonstances que vous savez, on était obligé donc de le reporter au mois de mars 2022 et du 21 au 26 mars précisément.
Ah, j'ai quelques soucis, vous m'en excuserez, je ne sais pas trop qu'est-ce que... Voilà. Voilà, donc pour le forum, je pense que pour la majorité d'entre vous, ça porte, le thème, c'est la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Je pense qu'un thème ne peut pas être plus explicite que cela. Il faut garantir la paix et il faut garantir le développement. Et je pense que cela devrait pouvoir passer par la maîtrise de l'eau. Pourquoi le Sénégal? Je pense que est hôte du 9e forum. Je pense que vous le savez déjà, le Sénégal est membre donc, du groupe de haut niveau sur l'eau et la paix au niveau des Nations Unies. Et le Sénégal également, en tout cas aujourd'hui, comment on l'appelle, à son actif beaucoup de performances en matière d'hydrodiplomatie. En preuve, c'est qu'il abrite 2 sièges de bassin, le bassin du fleuve Sénégal, mais également le bassin du fleuve Gambie. Et il a l'ambition aujourd'hui de travailler à ce que justement ce leadership se perpétue. Qu'est-ce qu'on attend de ce forum? C'est effectivement qu'il soit un forum efficace, c'est-à-dire qui répond aux préoccupations de la communauté mondiale. Qu'il soit un forum local, c'est-à-dire chaque entité devrait pouvoir se retrouver dans justement ce forum, chaque pays également. Un forum ancré dans les grands défis de l'eau à travers le monde. Et j'y reviendrai tout à l'heure avec justement les ODD, mais également l'accord de Paris sur le climat, mais également Sendai sur les catastrophes naturelles. Mais un forum catalyseur de tous ces engagements, et on y reviendra certainement. C'est ce que je disais donc, il y a les agendas relatifs donc aux ODD, l'accord de Paris, l'agenda 2063 et l'accord de Sendai. Et pour ce faire, on a retenu justement de focaliser les échanges qui auront lieu durant le forum autour de 4 thématiques. Les 4 thématiques, eau pour le développement, la sécurité de l'eau et de l'assainissement. Il y a effectivement, certains vont penser que l'assainissement est laissé en rade. C'est la sécurité de l'eau et de l'assainissement pour effectivement adresser tout ce qui est qualité et quantité en ce qui concerne l'eau, mais également accès total justement en ce qui concerne l'assainissement. Eau et développement rural, naturellement, pour le continent africain en particulier, vous voyez que, en tout cas, la ruralité est une réalité aujourd'hui. Il faut travailler à ce que cette ruralité soit, en tout cas, ou dispose des meilleures conditions, justement, de pouvoir assurer leurs conditions de vie. La coopération est bien évidemment la troisième priorité. Coopération en atteste justement à ce que je disais tantôt, l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, mais également du fleuve Gambie, constitue déjà, en ce qui concerne le Sénégal et les pays limitrophes, des cadres qu'il faut aujourd'hui, en tout cas, chercher à diffuser à travers le monde. Les outils et moyens, c'est pourquoi faire? C'est pour tout simplement adresser tout ce qui est lié à la connaissance, à la gestion, mais également aux moyens, en particulier au financement. Pour ce faire, ce qu'on a retenu, c'est que les composants sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire donc ils essaient de cadrer justement les échanges qui auront toutes les activités. Et maintenant, en termes d'activités, ce qui est prévu justement, c'est qu'il y aura un sommet des chefs d'État. Un sommet des chefs d'État, pourquoi faire? Parce que c'est bien de discuter entre techniciens, c'est bien de discuter entre, comment on l'appelle, acteurs, c'est bien de discuter entre usagers, mais je pense que quelque part, on aura besoin justement d'engagement. Et je pense que pour parler d'engagement, il faut penser aux chefs d'État, mais il faut penser également aux grandes institutions internationales qui disposent des moyens de pouvoir accompagner justement la mise en œuvre des décisions. Il faudra donc faire en sorte que ce sommet puisse aboutir à un engagement politique fort. Et une déclaration de Dakar ne serait pas en tout cas de trop. Le forum, c'est des plateformes d'échange multi-acteurs. Tout à l'heure, j'ai parlé des priorités. Ces priorités devront naturellement donc être organisées. Et cette fois-ci, on a dit, on ne devrait pas arriver à ce qu'on a l'habitude de faire, cloisonner, chacun discute de son côté ou chaque groupe discute de son côté et on n'arrive pas à quelque chose d'harmonisé. Cette fois-ci, on a dit, on regroupe tout le monde et autour d'une plateforme et à l'issue maintenant, on arrivera à des déclarations communes. Le forum également, c'est l'initiative Dakar 2022. On s'excuse tout simplement pour adresser. Excusez-moi, monsieur Amadou Ndia, je vous laisse encore 2 minutes, s'il vous plaît. Vous avez déjà fait 5. Je vais certainement passer rapidement sur ces questions. Merci. Pour aller, le sommet des chefs d'État, j'en ai déjà parlé. J'ai également parlé tout à l'heure
de tout ce qui a trait à plateforme multi-acteurs. Je vais passer sur ces acétates. J'ai également parlé de l'initiative Dakar 22, peut-être pour compléter, juste c'était l'initiative qui est prévue pour justement essayer d'identifier à travers le monde tout ce qu'il y a comme projet innovant, reproductif, impactant, justement pour pouvoir faire sa diffusion à l'occasion du forum et permettre à la communauté mondiale de disposer de leviers pour accélérer l'atteinte justement des ODD. Les expositions seront une composante et on a prévu Expo Foire, Village africain, Village de l'assainissement, Parcours des réponses, Espace Sénégal. Et tout cela justement pour vous en arriver à l'état d'avancement. L'état d'avancement pour vous dire que en ce qui concerne justement la plateforme multi-échange, grâce à la mise en place d'une plateforme numérique collaborative, on a pu engager toute la préparation amont justement de tout ce qui était lié à la préparation thématique. Et aujourd'hui, on est en train de préparer justement le programme du forum qui doit être discuté justement à l'occasion de la prochaine réunion des parties prenantes prévues les 15 et 14 et 15. Le chemin des chefs d'État également, il y a beaucoup d'activités de mobilisation qui sont en train de se mener et ils vont se poursuivre justement dans ce cadre-là. La mobilisation interne a également fait l'objet de développement de partenariats à l'international, mais également au plan national. Et une trentaine ou une quarantaine de protocoles de partenariat ont été signés à ce jour avec des multinationales, avec des institutions, mais également avec des sociétés privées. Il y a également qu'au niveau communication, on a développé toute une stratégie de communication marketing et cette stratégie prévoit également l'organisation de pré-forums. Il y a également l'implication des médias pour l'information et la promotion, le développement de sites web, entre autres, que vous pourrez regarder d'ailleurs à travers, en tout cas, le site qui est créé à ce niveau. L'initiative Dakar 21, Dakar 2022, il y a aujourd'hui 140 projets qui sont reçus, sur lesquels 58 projets sont déjà labellisés. Et le processus se poursuit jusqu'au mois de décembre prochain. Donc, tous ceux qui sont intéressés encore peuvent le faire. La COVID s'est invitée entre-temps et c'est ce qui a justifié justement le report du forum. Mais il n'a pas été que négatif. Il nous a permis d'ouvrir les yeux pour mieux comprendre qu'il y a beaucoup d'enjeux encore qui sont liés à l'eau. Et ces enjeux doivent être adressés à l'occasion du forum. Mais le forum également aujourd'hui a permis, autant pour moi, la COVID a permis également de se rendre compte que peut-être il y a nécessité d'aller vers d'autres approches technologiques qui nous permettraient de mieux organiser, au-delà de notre travail, le forum qui profile à l'horizon, parce que nous entendons effectivement recourir au digital pour l'organiser. La préparation logistique concerne l'aménagement des sites. Il faut bien accueillir les gens et les mettre dans les meilleures conditions de travail. Il y a l'hébergement également qui fait aujourd'hui l'objet de beaucoup d'investigations pour arriver à avoir un cadre d'accueil pour l'ensemble des participants, le transport en est de même, la restauration et tout ce qui gravite aux activités à mener autour, justement. Les expositions, j'en avais parlé avec les différentes options qu'ils ont envisagées, foire, expo, foire, ainsi de suite. Pour les prochaines étapes, très rapidement, je pense que ce qu'il y a, c'est que en perspective, il y a la fameuse réunion des parties prenantes qui sera organisée les 14 et 15 pour valider le programme, mais également s'engager déjà dans les perspectives du forum. Il y a également que la promotion politique et diplomatique se poursuit au niveau de l'ONU, de l'Union africaine, entre autres, et également au niveau de l'ensemble des, en tout cas, continents. Il y a la poursuite des activités de promotion pour quand même arriver à mobiliser encore le maximum d'acteurs au forum. Et je pense que ce cadre que vous nous avez offert constitue déjà, en tout cas, un moyen de pouvoir y contribuer. La deuxième réunion, donc j'en ai parlé, je n'y reviens pas. Et maintenant, l'organisation du forum, après cette deuxième réunion, sera en tout cas la prochaine étape avec tout ce qui est prévu comme activité avec le sommet des chefs d'État, les échanges multi-acteurs, l'exposition et le lancement des grands rapports, entre autres que vous pourrez avoir. Et ils seront suivis naturellement par la diffusion et la valorisation des résultats du forum. Et ça a été long, mais je terminerai par justement encore cette invite à une mobilisation forte de tous les acteurs. Je pense que vous nous avez offert une tribune pour encore s'adresser à une partie des acteurs, mais chacun d'entre vous, en tout cas, est invité encore à faire autant là où il est pour que le forum de Dakar soit une réussite. En tout cas, c'est sur ça que je vais vous remercier et rester à votre disposition pour d'éventuelles questions. D'accord, merci beaucoup et vous transmettrez évidemment mes amitiés à Abdoulaye Sen
que nous croisons depuis très longtemps et qui s'investit au niveau international depuis très longtemps, même du temps où il était président de la très belle région de Fatick. Oui. Et j'étais son secrétaire général à Fatick. D'accord, donc c'est un long compagnonnage avec Abdoulaye. Voilà. Je sais qu'il a mis beaucoup d'énergie sur ce sommet qui va donc être un moment extrêmement important, vous nous l'avez dit, avec évidemment l'adaptation au changement climatique. Les questions de l'eau sont au centre, vous l'avez dit en introduction. Et c'est aussi un sommet qui sera sur la route de la COP suivante, pas la COP de Glasgow, mais la COP suivante qui sera la COP africaine. Et c'est vrai que le sommet Climate Change, le sommet de la mobilité du climat à Dakar en septembre 2022, cette fois-ci, sera aussi, on ne l'a peut-être pas assez dit, un peu la pré-COP du climat. Mais l'événement que vous allez organiser sera aussi un événement extrêmement important de mobilisation et, comme le dit Abdoulaye Sen, aussi un moment de relance de tout l'agenda des ODD, des objectifs de développement durable. Donc, nous serons évidemment présents aussi au Forum de l'eau et nous aurons l'occasion de continuer à échanger. Bon, vous le voyez, la salle finale annonce la fin. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Et pour finir, évidemment, c'est tradition, mais c'est très, très sincère. En tant que président de Climate Change, je remercie toute l'équipe qui est là. Donc, en fait, en plan large, vous voyez qu'il y avait surtout beaucoup de gens qui travaillaient entre la caméra et les interventions qu'on voulait se faire avec Romain. Je remercie Romain, qui a évidemment la charge de l'organisation des sommets en tant que directeur des programmes de Climate Change, mais c'est toute l'équipe qui est évidemment mobilisée, qui est là. Donc, merci à toute l'équipe qui s'est énormément mobilisée pour ce sommet. Ça nous semblait important, même si, je l'ai dit tout à l'heure, on préfère quand même, quand on se voit, c'est quand même plus convivial et chaleureux et on échange plus que d'être dans cette pièce depuis 3 jours, parce qu'il y a eu aussi la journée du COM-SSA, du Covenant of Major le premier jour. Mais je crois que c'était important de garder le fil. Il y a eu beaucoup de gens à passer sur tel ou tel atelier. Il y a eu des ateliers absolument passionnants. On a découvert beaucoup de choses. On a encore pu mesurer le dynamisme africain qui vient encore d'être souligné dans cette plénière finale, et notamment le dynamisme sénégalais, bien évidemment. Et je salue encore la maire de Dakar et Tierno qui sont toujours avec nous en cette fin de journée. Il est très tard à Paris. On est vendredi soir à Paris. Il est déjà plus de 19h. Donc, il est moins tard à Dakar où il y a 2 heures de décalage. Donc, vraiment, merci à toute l'équipe de Climate Change. On vous donne rendez-vous à Dakar l'année prochaine avec Kodatu et CETUC et bien sûr la mairie de Dakar. Nous, Climate Change, on vous donne aussi rendez-vous un peu à la COP. Nous y serons, mais surtout début décembre pour la présentation de notre bilan annuel de l'Observatoire Climate Change, l'Observatoire de l'action climat, qui sera l'occasion de se dire, après la COP de Glasgow, dont on espère qu'elle sera un succès, que fait-on pour continuer à tenter de stabiliser le climat? Nous n'avons pas le choix. Mais que fait-on aussi, comme l'a dit Léonore, mon conduit tout à l'heure, pour adapter nos territoires, parce que nous savons très bien qu'une part du réchauffement est absolument inéluctable, et le Forum de l'eau sera aussi l'occasion de parler adaptation. Donc, merci à tous, merci à l'équipe de Climate Change, merci au CETUC, Thibaut et Tierno et à Kodatu Thibaut pour notre première collaboration, mais il va y en avoir d'autres. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon week-end et à bientôt. Merci. Sur nos ondes. Merci à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci, au revoir. Bon week-end à tous. Merci. On coupe. C'est toi qui coupes.